Le sang, c'est la vie. Mais il arrive que ce système, qui est là pour nous protéger, se dérègle. Un caillot qui se forme là où il ne faut pas, quand il ne faut pas, et c'est la catastrophe. Aujourd'hui, on va décortiquer ce mécanisme, on va en quelque sorte le pirater pour voir comment les médicaments, les fluidifiants sanguins, arrivent à déjouer ces pièges mortels. En cardiologie, il y a une expression qui dit tout. Time is muscle. Le temps, c'est du muscle. Et ça veut dire exactement ce que ça dit. Chaque seconde qui passe lors d'une crise cardiaque, c'est un peu du muscle du cœur qui meurt. L'urgence, elle est absolue. Il faut rétablir la circulation. Et vite. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va voir pourquoi un caillot peut devenir un problème. Ensuite, comment le corps réagit naturellement. Après ça, on plonge dans l'arsenal thérapeutique. Comment on calme les premières alertes, comment on bloque la consolidation du caillot, et même comment on le dissout. Et on terminera sur la question de l'équilibre, qui est absolument cruciale. Allez, on attaque. Le problème de base, c'est la thrombose. C'est quoi? Eh bien, c'est quand notre système de coagulation, qui est un super-héros en temps normal, se transforme en méchant. Il s'emballe, il surréagit, et il crée des bouchons, des caillots, là où il ne devrait pas. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Maintenant, pour comprendre comment on lutte contre ça, il faut d'abord voir comment le corps fait, lui. Imaginez une coupure. Le corps, il ne panique pas. Non, il a un plan d'urgence ultra rodé. Il lance une intervention immédiate pour colmater la brèche. C'est un mécanisme de défense fascinant en plusieurs étapes. Cette intervention, on peut la voir comme un chantier en 3 phases. Phase 1, l'urgence. En 3 à 5 minutes, on pose une rustine temporaire, c'est l'hémostase primaire. Phase 2, la consolidation. En 5 à 10 minutes, les ouvriers arrivent et coulent le béton, c'est la coagulation. Et la phase 3, bien plus tard, 48 à 72 heures après, c'est le grand nettoyage, on démolit la structure devenue inutile, c'est la fibrinolyse. Alors, qui sont ces premiers intervenants, cette équipe d'urgence? Ce sont les plaquettes. Pensez à elles comme des petites sentinelles qui patrouillent dans notre sang. Dès qu'il y a une brèche, elles sont les premières sur place. Elles s'agglutinent pour former un premier bouchon, un peu fragile, qu'on appelle le thrombus blanc. Et leur intervention est une véritable chorégraphie, c'est millimétré. D'abord, le vaisseau sanguin lui-même se contracte, c'est la vasoconstriction, pour limiter la casse. Ensuite, les plaquettes s'accrochent à la paroi abîmée, c'est l'adhésion. Et là, c'est génial. Une fois collées, elles changent de forme et sonnent l'alarme en libérant des signaux chimiques, c'est l'activation. Cet appel ramute toutes les autres plaquettes du coin qui viennent se coller les unes aux autres, c'est l'agrégation. Et hop, on a notre bouchon. Bon, on a vu la première alarme. Maintenant, comment la médecine peut-elle intervenir pour calmer le jeu, justement? C'est notre première grande stratégie, les antiplaquettaires. L'idée, c'est d'empêcher ce premier bouchon de se former quand il n'est pas désiré. Pour faire taire ces plaquettes un peu trop zélées, il y a globalement 3 approches. Soit on les empêche de sonner l'alarme, c'est le cas de l'aspirine, soit on les empêche d'entendre l'alarme, comme le clopidogrel, soit carrément on les empêche de se tenir par la main pour former le bouchon. 3 mécanismes différents pour un même but. L'aspirine, par exemple, c'est un classique. Son mode d'action, c'est simple, elle casse le mégaphone de la plaquette. Elle bloque une enzyme, la fameuse COX-1, et ça empêche la plaquette de fabriquer son signal d'alarme, le thromboxane 2. Résultat, la plaquette ne peut plus appeler les autres à l'aide. Pas de cri, pas de renfort. Et ce qui est fou avec l'aspirine, c'est que son action est irréversible sur la plaquette. Une fois silencée, elle le reste à vie. La vie d'une plaquette, c'est entre 7 et 10 jours. Donc, l'effet d'une seule dose d'aspirine sur une plaquette donnée dure jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle, toute fraîche. Le clopidogrel, lui, il a une autre approche. Si l'aspirine casse le mégaphone, le clopidogrel, il met des bouchons d'oreille aux plaquettes. Il va bloquer un de leurs récepteurs, le P2Y12. Du coup, la plaquette ne peut plus entendre un autre signal chimique, l'ADP, qui lui crie « Deviens plus collante, active-toi ». Elle reste sourde à l'appel. Ok, on a calmé les premiers intervenants, mais ce n'est que la moitié du problème, parce qu'un bouchon de plaquette, c'est fragile. Ce qui est vraiment dangereux, c'est quand les renforts arrivent pour consolider tout ça. C'est là qu'intervient notre deuxième stratégie, les anticoagulants. Là, on ne s'attaque plus aux briques, mais au ciment. Les anticoagulants, leur but, c'est d'empêcher la formation du filet de fibrine. C'est quoi ce filet ? C'est une espèce de toile d'araignée super résistante qui vient emprisonner les plaquettes et transformer la rustine fragile en un bloc de béton. Pour faire ça, ils sabotent la chaîne de montage, ce qu'on appelle la cascade de la coagulation, en bloquant des ouvriers essentiels comme les facteurs XA ou 2A. Prenons les héparines.
Leur astuce, c'est de donner un coup de pouce à un de nos anticoagulants naturels. Mais il y a l'ancienne génération et la nouvelle. L'héparine classique, l'HNF, est un peu une vieille voiture de sport. Super puissante, mais capricieuse et difficile à piloter. Il faut la surveiller en permanence à l'hôpital. Et puis il y a les nouvelles, les HBPM. Elles sont beaucoup plus prévisibles, plus fiables, on sait où on va, ce qui change tout pour le suivi. Attention, parce que les héparines ont un côté obscur, un risque rare mais gravissime, la TIH. Et là, c'est le monde à l'envers. Le médicament que l'on donne pour fluidifier le sang peut, chez certains, déclencher une réaction immunitaire qui fait l'exact opposé. Il provoque une chute des plaquettes et la formation de nouveaux caillots partout. C'est un effet paradoxal redoutable. Et pour les traitements qui durent sur des mois ou des années, l'évolution est encore plus flagrante. D'un côté, on a les vieux traitements, les AVK, efficaces mais contraignants, ils mettent du temps à agir et surtout il faut faire des prises de sang tout le temps pour vérifier ce fameux INR. De l'autre, on a la nouvelle génération, les AOD. Eux, ils agissent vite et surtout pas de surveillance de routine. C'est une vraie révolution. Ce fameux INR pour les AVK, c'est un peu le Graal. L'objectif, c'est de le maintenir dans une fourchette très précise, généralement entre 2 et 3. C'est une zone thérapeutique. En dessous de 2, on n'est pas assez protégé. Au-dessus de 3, on est trop fluidifié et c'est le risque d'hémorragie qui augmente. C'est un véritable exercice d'équilibriste. Et pourquoi cet INR est si important? Parce que c'est une mesure universelle, International Normalized Ratio. Ça veut dire que le résultat sera le même qu'on fasse le test à Paris, à Tokyo ou à New York. Ça a permis de standardiser la surveillance de ces médicaments qui sont, il faut le dire, assez délicats à manier. C'est un gage de sécurité. Jusqu'à présent, on a parlé de prévention, empêcher le caillot de se former ou de se renforcer. Mais et si c'est trop tard? Si le caillot est déjà là et qu'il bloque une artère vitale? Là, on change de registre. On ne prévient plus, on détruit. C'est la 3e stratégie, les thrombolytiques. Eux, c'est l'artillerie lourde, les casseurs de caillots. Les thrombolytiques sont des molécules surpuissantes qu'on injecte en urgence absolue. Leur mission, trouver le caillot et le désintégrer, le dissoudre de l'intérieur. On ne les utilise que dans des cas extrêmes, l'infarctus, l'embolie pulmonaire massive, certains AVC. C'est une course contre la montre pour rétablir la circulation. Antiplaquettaires, anticoagulants, thrombolytiques, on a vu l'arsenal. Mais toutes ces stratégies, sans exception, font face au même dilemme, au même défi fondamental. Et ce défi, c'est celui de l'équilibre. Le but ultime, c'est toujours le même. Empêcher le mauvais caillot, celui qui tue, tout en préservant la capacité du corps à faire un bon caillot, celui qui sauve la vie après une coupure. C'est une ligne de crête extraordinairement fine. Trop d'un côté, c'est la thrombose. Trop de l'autre, c'est l'hémorragie. Tous ces médicaments nous forcent à marcher sur ce fil.